Donc, c'est un cours qui... Alors, attendez. Hop. Donc, c'est un cours qui est assez technique, puisque ça aborde des notions de thermodynamique qu'on n'a pas lorsqu'on sort de terminale. Et c'est un cours qui est aussi un peu technique dans le sens où ça fait appel à des notions qui sont assez abstraites, des notions d'énergie, de session, d'échange d'énergie qu'on va voir un peu dans le cours. Donc, c'est un module qui est présenté à la fac en 3 parties par le professeur Philippe Brezard. Donc, c'est, comme Dan l'a dit, les premiers cours de l'année. Donc, c'est d'une importance capitale de bien les connaître pour bien amorcer l'année et se mettre en confiance. Donc, on va commencer par le potentiel chimique. Si vous voulez, l'intitulé de ce cours, enfin l'objectif de ce cours, ça va être l'objectif de ce cours, ça va être de savoir comment, au cours d'une transformation chimique, on va pouvoir prévoir l'évolution du système. Imaginons, j'ai une espèce chimique A qui réagit avec une espèce chimique B pour donner des produits. Comment je vais savoir si la réaction va évoluer dans le sens direct ou dans le sens indirect? C'est un peu ça, si vous voulez, l'objectif du potentiel chimique. Alors, on va commencer le cours avec quelques lois de thermodynamique un peu fondamentales qu'il faut bien connaître puisqu'elles tombent. En général, il y a une question sur ça à chaque concours. Donc, il faut savoir qu'en thermodynamique, il y a un prérequis à connaître, c'est que lorsqu'un système échange de l'énergie avec le milieu extérieur, les énergies cédées seront comptées négativement, les énergies reçues seront comptées positivement. Donc, si vous voulez, on regarde d'un point de vue extérieur ce qui se passe dans le système. Si le système nous donne de l'énergie, alors dans ce cas-là, dans ce cas-là, on reçoit de l'énergie, donc c'est compté positivement. Si c'est l'inverse, c'est compté négativement. C'est juste une notion de position, de référentiel. Donc, en thermodynamique, le référentiel, c'est le référentiel extérieur, l'univers est celui de l'observateur. Alors, en thermodynamique, on va s'aider d'un certain nombre de variables et de fonctions d'état qui vont nous permettre de prévoir les évolutions des systèmes. Parmi ces paramètres, on va définir 2 grandes catégories, les variables d'état et les fonctions d'état. Alors, c'est juste du vocabulaire, là. Les variables d'état, en fait, c'est des grandeurs c'est des grandeurs unitaires, en fait, comme la température, la pression, le volume, la quantité de matière. Ça, c'est des variables d'état. C'est, si vous voulez, des grandeurs, des unités qui permettent de caractériser un système à un moment donné. On va voir dans ce cours que à chaque fois qu'on va vouloir définir un système, il va falloir le définir à une pression, à une température donnée. C'est logique puisque si je vous donne de l'eau, c'est pas le même état à l'état gazeux ou à l'état solide. Maintenant, on a une deuxième chose, c'est les fonctions d'état. Qu'est-ce que c'est les fonctions d'état? C'est comme leur nom l'indique, c'est des fonctions, c'est-à-dire qu'elles sont formées à partir de ces variables d'état. Par exemple, l'enthalpie, c'est la variation de volume d'un système à température constante. Donc, si vous voulez, c'est l'agrégation de plusieurs variables d'état. Donc, l'énergie interne, l'entropie, l'enthalpie libre. Petite précision, c'est important de noter leur symbole, puisqu'au concours, ça peut tomber, il peut vous dire l'enthalpie libre H, entre parenthèses, et la variation de volume à température constante. C'est faux, c'est l'enthalpie libre G. Donc, très important de savoir identifier à partir des symboles les grandeurs qui sont associées. On va revenir sur ces notions d'entropie, d'enthalpie et d'enthalpie libre un peu plus tard dans le cours. Donc, il y a des paramètres qu'on va dire mesurables. Ces paramètres mesurables, c'est les paramètres que l'observateur peut mesurer à l'échelle macroscopique. Il y a une grande règle en thermodynamique, c'est que les variations d'un système ne dépendent que de l'état initial et de l'état final, quelle que soit la nature de la transformation. C'est-à-dire que lorsqu'on va vouloir, on va faire une réaction, on va vouloir revenir sur cette réaction, faire une rétrospective de cette réaction, voir comment ça s'est passé. Au lieu de considérer
tous les états intermédiaires de la réaction, puisque vous savez qu'une réaction, ce n'est pas instantané. On va prendre l'état final, l'état initial, et on va voir comment ça a évolué. Imaginons, on prend de l'eau, on la fait chauffer. Au début, elle était à l'état solide, maintenant, elle est à l'état gazeux. Elle était à 0 degré, maintenant, elle est à 100 degrés. On va considérer que la variation de température, c'est 100, ce qui est logique. Et lorsque toutes les variables d'état sont identiques à celles du milieu extérieur, le système est à l'équilibre thermodynamique. Alors, il faut savoir que l'univers est interactif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imaginons on a un système, bien sûr, qui est ouvert. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les notions de système ouvert, fermé, adiabatique. Est-ce que on vous a déjà abordé ces notions-là? Oui, Oui, parfait. Donc, lorsqu'un système est ouvert, donc il interagit avec le milieu extérieur. Imaginons ce système est plus chargé en énergie que le milieu extérieur. Il va y avoir tendance, au fur et à mesure du temps, à un équilibre entre ce système et le milieu extérieur. Ce qui permet d'aboutir à la notion d'équilibre thermodynamique. L'équilibre thermodynamique, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque, entre l'intérieur et l'extérieur du système, j'ai exactement mes variables d'état sont exactement les mêmes. Donc, l'état du système ne change pas sans perturbation du milieu extérieur. Donc, on va voir maintenant les processus d'échange. Les processus d'échange, bien sûr, attention à un piège qui est très fréquent au concours, ça concerne les échanges réversibles ou irréversibles. Donc, supposons qu'une réaction, elle va dans un sens unique ou qu'elle peut aller dans les deux sens. On peut appliquer à ces réactions ces adjectifs-là. Donc, un processus d'échange cyclique, c'est un processus où l'état initial est identique à l'état final. Donc, notre point de départ, c'est notre point d'arrivée, ce qui est logique. Un processus isotherme, c'est un processus qui se fait à température constante. Un processus isobare, c'est un processus qui se fait à pression constante. Un processus isochore, c'est un processus qui se fait à volume constant. Et quand c'est adiabatique, ça veut dire que ça se fait sans échange de chaleur avec le milieu extérieur. Bon, c'est du vocabulaire, il n'y a pas tellement de complications à ce niveau-là. On va continuer le cours. Alors, on va passer au premier principe de thermodynamique. Donc, vous savez qu'il y a 3 principes de thermodynamique. Ces 3 principes, vous allez les revoir avec le professeur Robouillon en UE1 de manière plus approfondie lorsque vous allez faire les 3 cours de thermodynamique. Alors, le premier principe de thermodynamique, il dit la chose suivante. Lorsqu'il y a une transformation, il y a conservation de l'énergie globale du système. C'est-à-dire que c'est la fameuse citation, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Lorsqu'un système se transforme d'un état A à un état B, si on fait le bilan total de l'énergie, eh ben, entre l'état initial et l'état final, le bilan il est strictement constant. Donc, si le système est fermé, il n'y a pas de transfert de matière. Donc, pas de variation de l'énergie interne U. Puisque vous savez que l'énergie du système, c'est égal à l'énergie interne plus la chaleur. Si l'énergie interne est constante, on va continuer, je reviendrai sur ça après. Donc, tout transfert qui n'est pas du travail provient de la chaleur. Donc, toute variation de l'un se fera au détriment de l'autre. Donc, je reprends. Vous savez que l'énergie interne, c'est la somme du travail et de la chaleur. OK? Donc, si l'énergie interne est constante, ça veut dire que Q plus V, que W plus U, attendez, je vais voir si je ne peux pas annoter. Ah, parfait. Vous savez que U égale à W plus Q. Donc, si U, il est constant, OK? Et que le système il se transforme. S'il se transforme, ça veut dire que ses paramètres microscopiques vont varier. S'ils varient, ça veut dire que y a un moment ou un autre où le travail va augmenter ou diminuer. Et dans ce cas-là,
toute variation du travail va se faire au détriment de la chaleur pour garder l'énergie interne constante. Et inversement. OK? Donc, c'est bien compris ça? C'est un peu difficile à comprendre au premier abord, mais voilà, l'énergie interne d'un système, c'est la somme de son travail et de sa chaleur. Si le travail augmente, la chaleur elle diminue, et inversement. Donc, une transformation spontanée de l'état 1 vers l'état 2 de la matière implique toujours une réduction de la qualité d'énergie, la chaleur ne Q. Alors, il faut savoir que dans le Brezard, je ne sais pas pourquoi, mais il considère que la chaleur, c'est une énergie qui est de basse qualité. Basse qualité, ça veut dire que c'est une énergie qui est pas, pas, qu'on n'est pas capable de contenir, c'est une sorte d'énergie qui est un peu chaotique. Supposons maintenant que notre système, il se transforme avec une variation de travail. Donc, imaginons, il diminue son travail. Forcément, sa chaleur, elle va augmenter. Donc, on va convertir une énergie qui est le travail, qui est a priori une bonne énergie, en une énergie qui est plus chaotique, qui est la chaleur. Voilà, c'est un peu ça l'idée du premier principe de thermodynamique. Est-ce que tout le monde a bien compris cette notion-là? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire signe. Hein. Exactement. C'est comme un rappel de ce que vous avez vu en lui-même. Parfait. On va passer à la diapositive suivante. Hop. Donc, le premier principe de thermodynamique, il montre une équivalence entre le travail et la chaleur. C'est deux énergies complémentaires. Alors, je ne sais pas c'est quoi ce que ça sous-tend, c'est quoi la raison, mais voilà. Il faut retenir qu'entre le travail, c'est le complémentaire de la chaleur. On va passer maintenant à l'entropie. L'entropie, qu'est-ce que c'est? C'est la portion d'énergie non disponible pour le travail. Autrement dit, donc dans la première loi de thermodynamique, on avait dit que lorsque un système se transforme, il convertit son travail en chaleur. Cette chaleur qui disparaît et qui se diffuse, c'est ce qu'on appelle l'entropie. Donc, lors d'une transformation spontanée et réversible, la variation d'entropie est inversement proportionnelle à la température du système. Alors ça, c'est une formule qui est donnée dans le cours. On sait que l'entropie, c'est égal à... Hop, donc l'entropie qu'on va noter S, c'est égal à T sur lambda T, il me semble. On va revenir dessus. Donc c'est inversement proportionnel à la température du système. Donc, on va définir maintenant qu'est-ce que c'est une transformation réversible. Une transformation réversible, c'est une transformation infinitésimale, et si elle ne se fait que quand la température du système est égale à son environnement. Donc, les critères de réversibilité, retenez bien cette phrase. Des fois, dans le cours, il la glisse comme un détail, mais il fait vraiment tomber ça au concours. Une réaction, elle est réversible lorsqu'elle se fait à température constante, c'est-à-dire que la température du système est égale à la température de l'environnement. Attention, il faut bien faire la différence entre température et chaleur. Chaleur, c'est à l'échelle microscopique, et température, c'est à l'échelle macroscopique. Donc, dans le cas contraire, elle sera irréversible. La variation d'entropie est un rapport entre une variation de chaleur et la température du système. Donc, retenez bien que l'entropie, c'est égal à l'entropie du système, c'est qu'on note lambda S, c'est égal à delta Q, pardon, sur T. OK? Donc, finalement, c'est le rapport entre l'énergie, enfin la chaleur à l'état microscopique sur la chaleur à l'état microscopique. Voilà, retenez bien cette formule, elle est importante. Elle va nous permettre de comprendre, enfin de faire la différence entre une température spontanée, entre une réaction spontanée irréversible et une réaction qui est irréversible. Donc, deuxième principe de thermodynamique, au cours d'une transformation spontanée et monotherme, la variation d'entropie du système est supérieure au terme dû à l'échange de chaleur. Alors ça, c'est vraiment une phrase à retenir, mais par cœur,
par cœur. Donc, lorsque il y a une seule... Imaginons on a une réaction chimique. OK? Donc, on part d'un produit A à un produit B. Et dans cette transformation, il y a une tendance spontanée de passer des réactifs aux produits. Première condition. Deuxième condition, la réaction, elle se fait de manière monotherme. C'est-à-dire qu'il y a une seule source de chaleur et la température, elle ne varie pas. Il faut savoir que dans ce cas-là, la variation d'entropie, attention, ce n'est pas l'entropie, mais c'est bien la variation. Donc, delta S est supérieur à Q sur lambda T. OK? Donc, ça, c'est le deuxième principe de thermodynamique. Autrement dit, lorsqu'on a une réaction qui se fait de manière irréversible, il y a une chaleur en plus qui s'additionne. Enfin, l'entropie, le désordre en fait qui est créé, il est supérieur au désordre qui se ferait si la réaction elle se faisait de manière réversible. Alors, une petite seconde. Je vois un truc. Parce qu'il y a une formule qui est importante dans le cours. Je ne sais pas pourquoi il ne vous l'a pas mise. Juste une seconde. Hein. Excusez-moi, hein. Mais parce qu'elle est vraiment importante et elle tombe très souvent, cette formule. Voilà. Voilà, donc retenez bien que l'inégalité que je vous ai mis, delta S égale à lambda Q sur T, est supérieur à lambda Q sur T, c'est ce qu'on appelle l'inégalité de Clausius. Ça veut dire que si maintenant on isole, on fait une inéquation, une petite minute. Voilà. Si on revient sur cette notion d'entropie, pardon, donc delta S d'une réaction irréversible, c'est en réalité égal à delta S si la réaction était réversible, plus une entropie qu'on a créée. Donc, si vous voulez, c'est juste pour vous dire qu'au cours d'une transformation spontanée irréversible, qui se fait de manière monotherme, l'entropie du système varie, elle croît, et elle est égale à l'entropie du système si la réaction se faisait de manière irréversible, plus une entropie de création. Voilà, c'est en gros un peu ce qu'il faut retenir de la deuxième loi de thermodynamique. On va passer maintenant à la notion d'enthalpie et d'enthalpie libre. Donc, soit un système qui se transforme à pression constante, avec une température et un volume variable. D'après la première loi de thermodynamique, on sait que tout système qui se transforme convertit de la chaleur en énergie. OK? Donc, maintenant, si on reprend le premier principe de thermodynamique, on sait que Q égale à W plus... W... Alors, attendez, je reprends. On sait que U, donc l'énergie interne du système, c'est égal à la chaleur plus le travail. OK? Si on met la chaleur d'un côté, donc si on isole la chaleur, on sait que Q, ça sera égal à
U moins V. Si maintenant, on dérive tout, donc on met une dérivée avant chaque grandeur, on sait que la dérivée du travail, c'est égal à P fois V. OK? P, la pression, fois le volume. Donc ça, c'est en réalité la chaleur. Mais en réalité, cette chaleur-là, lorsqu'elle est présentée de cette manière, elle va plus prendre la notion, elle va plus prendre le qualificatif de chaleur, elle va prendre le qualificatif d'enthalpie. Donc en fait, l'enthalpie libre, c'est la chaleur qui est échangée par le système qui se transforme à pression constante. Donc on reprend la démonstration. Je sais que mon énergie interne, c'est égal à la chaleur plus le travail. J'isole la chaleur et je la définis à partir du travail et de l'énergie interne. OK, donc retenez bien cette formule. Si vous voulez de manière plus simple, l'enthalpie qu'on note maintenant H, c'est égal à U plus PV. C'est ça, la notion d'enthalpie. Voilà, donc première fonction d'état qu'on a vue dans ce cours. On va passer maintenant à la notion d'enthalpie libre. D'enthalpie libre ou énergie de Gibbs. Donc, c'est ce qui va nous permettre, en fait, c'est le nerf de la guerre de ce cours. À partir de cette partie-là du cours, c'est là où on rentre dans le vif du sujet. Et c'est vraiment, je pense, la partie, c'est la diapositive qui est la plus importante. Donc, on reprend le deuxième principe de thermodynamique. Donc, lorsqu'un système se transforme de manière irréversible, on sait que la variation d'entropie du système est supérieure au terme dû à l'échange de chaleur. De manière calculatoire, qu'est-ce que ça donne? Je prends mon inégalité de Clausius. Je sais que d'après l'inégalité de Clausius, la variation d'entropie d'un système qui se transforme à pression, à pression et à température constante, c'est égal à, c'est supérieur au terme dû à l'échange de chaleur. Donc c'est delta Q sur T. OK, donc ça, c'est l'inégalité de Clausius. On se la remet bien en tête. Maintenant, je sais que la chaleur, je peux la définir comme plus comme une chaleur, mais en fait comme une enthalpie. OK, on est d'accord? Donc, je peux remplacer la chaleur, puisqu'on est à pression et à température constante, je peux remplacer la chaleur par je peux remplacer la chaleur par delta H. OK, Si maintenant je fais un petit tour de passe-passe, donc je vais mettre l'enthalpie, je vais tout mettre d'un côté. Donc ça me fait delta H moins T fois T système inférieur à 0. On est d'accord? Est-ce que vous me suivez jusqu'à là? Parfait. Donc, on est d'accord que ça, c'est dans le cas où la transformation, elle se fait de manière réversible. Donc, en réalité, c'est ça la magie de ce cours. Lorsque la différence entre l'enthalpie moins le produit de la température fois l'entropie du système est inférieure à 0, on sait que la température est spontanée. Alors, pour ne pas se casser la tête, on a défini une grandeur qui est en réalité égale à cette différence-là. C'est ce qu'on appelle l'enthalpie libre. Et on dit que quand l'enthalpie libre, elle est inférieure à 0, la transformation, elle est spontanée. Donc, on retient bien ce principe. C'est vraiment capital. Lorsque l'enthalpie libre du système est inférieure à 0, la transformation se fera de manière spontanée. D'où les notions qui vont venir. Donc, si l'enthalpie libre à pression et à température constante, si la variation d'enthalpie libre est égale à 0, la transformation est à l'équilibre. Si l'enthalpie libre elle est négative, comme on vient de le démontrer, la transformation elle est spontanée. Et on va parler d'un système qui est exergonique, c'est-à-dire qui va produire de l'énergie. Si la variation d'enthalpie libre elle est supérieure à 0, l'enthalpie libre, si la variation d'enthalpie libre est supérieure à 0, donc le système il est endergonique, c'est une transformation, c'est non spontané. Donc pour que cette réaction elle se passe,
il va falloir apporter de l'énergie. Par exemple, si je prends une casserole d'eau qu'on chauffe pour faire bouillir l'eau, ben, la transformation, elle se fera de manière non spontanée. OK? Donc ça, c'est vraiment la diapositive la plus importante et ce qui va nous permettre d'aborder euh, la notion de potentiel chimique. Alors, cette diapositive-là, elle n'a pas été traitée cette année. Je pense qu'on ne va pas la faire puisque c'est assez abstrait comme notion. On va passer directement à la notion de potentiel chimique. Donc, si vous voulez, le potentiel chimique, pour ne pas se le casser la tête, c'est l'enthalpie libre rapportée à la quantité de matière. Point barre. Vraiment, si on a compris ça, on a compris tout le cours. Donc, le potentiel chimique, c'est en réalité comme l'enthalpie libre d'une espèce, sauf que c'est rapporté à la quantité de matière. Donc, pour les solides et les liquides, on va définir le potentiel chimique. En fait, si vous voulez, ce cours, c'est beaucoup de catégories. Dans un premier temps, on va définir le potentiel chimique des espèces pures, et ensuite, on va définir le potentiel chimique des espèces en solution. Pour chacune des catégories, on va étudier les systèmes à l'état solide, à l'état liquide et à l'état gazeux. Donc, dans un premier temps, on va étudier les espèces pures. Donc, pour les solides et les liquides, la pression et la température, elles ne varient pas. Donc, la variation d'enthalpie libre, c'est égal à la variation d'enthalpie libre initiale, puisqu'il n'y a pas de variation des variables d'état. Donc, l'enthalpie libre, c'est égal à l'enthalpie libre de référence. OK ? Maintenant, pour les gaz, on sait que la pression varie. Donc, la variation d'enthalpie libre du système, elle ne se fait pas à pression constante, ce qui veut dire que ce n'est pas égal à l'enthalpie libre de référence. Donc, on sait que si l'échange il est réversible et il se fait à volume constant, la variation d'entropie du système, d'enthalpie libre du système, c'est égal à la variation d'enthalpie libre. OK ? Donc, VDP moins SDT. Pourquoi ? Parce qu'on sait que l'enthalpie libre de base, c'est égal à l'énergie interne du système. C'est égal à l'énergie interne du système qui est égale à DU. Étant donné que DU ici, il est constant, donc on a seulement VDP moins SDT. OK ? Supposons maintenant que la température, elle est constante. Donc, si elle est constante, sa variation delta T est égale à 0. Donc, finalement, la variation d'enthalpie libre d'un gaz qui se transforme de manière réversible et à volume constant, c'est égal à V fois la dérivée de la pression. OK ? Ça, ce n'est pas important de le connaître. Ce qui est plus important, ça va être la diapositive qui va venir après. Donc, pour une espèce chimique, pour un gaz pur en réalité, l'enthalpie libre, c'est égal à l'enthalpie de référence plus un correctif qui est égal à cette primitive-là. OK ? Et en fait, c'est ce terme qui va nous casser les pieds pendant tout le cours, puisqu'on va l'exprimer en fonction des espèces et des états à partir de variables d'état différentes. Alors, on a une loi, la loi de Boyle-Mariotte, qui nous dit que pour un gaz pur parfait, PV égale à nRT. OK ? Donc, je sais maintenant que l'enthalpie libre, là, ça va être une grosse démonstration qu'il faut connaître. Je sais que l'enthalpie libre, est-ce que les équations assez longues sont à apprendre, comme celle sur le carré gris? Alors, l'équation sur le carré gris, elle n'est pas à apprendre. Par contre, l'équation sur le carré rouge, elle est à apprendre. Maintenant, c'est bien de comprendre les démonstrations, puisqu'il peut vous poser des questions dessus, mais moi, je vous conseille de les apprendre. Je les avais appris. En plus, si vous ne voulez pas vous casser la tête à apprendre les formules, vous apprenez la démonstration et basta. Alors, on sait que l'enthalpie libre, c'est égal à quoi? C'est égal... Pardon, on sait que l'enthalpie libre, c'est égal à hop, G égale à G0T hop, plus la primitive de V fois P. OK.
Donc maintenant, si j'exprime ça en fonction de si je divise tout par la masse molaire, donc ça me fait G sur N égale à G0 sur N plus SVP sur N. OK? D'après la loi d'après la loi de Boyle-Mariotte, je sais que le volume, je peux le remplacer par nRT sur P. OK? Donc, je vais remplacer V par nRT sur P, ce qui me fait que la pression va disparaître, puisque j'ai une pression en haut et une pression en bas, et il va me rester RT sur N. OK? Il va me rester RT sur N, et lorsque j'intègre, alors attends, pardon, excusez-moi, hein. PV égale à nRT, pardon, je suis désolé. Hop, j'ai une intégrale entre nRT, oh, putain, ça m'énerve, sur P. OK? nRT sur P. Et en fait, si vous voulez, c'est en haut, j'ai nRT sur P fois VDP. Je suis désolé, c'est un carnage, j'ai pas le stylet. Mais si vous voulez, on va avoir la primitive de, euh, de delta P sur P. Et on sait que la primitive de delta P sur P, c'est logarithme népérien de la pression. Ce qui aboutit à la petite formule d'en bas dans le carré rouge qui nous dit que j'ai finalement l'enthalpie libre molaire à température constante, c'est égal à l'enthalpie libre molaire de référence plus RT fois le logarithme népérien de P sur P0, puisque le logarithme népérien de P sur P0, c'est la primitive de delta P sur P. OK? Donc, d'où cette formule-là. Et en fait, ça, c'est la formule de base du cours. Et c'est à partir de cette formule qu'on va tout adapter. Et ça, c'est la formule du potentiel chimique en réalité. Donc, le potentiel chimique d'une espèce quelconque, qu'on va noter mu B, c'est égal en réalité à l'enthalpie libre rapportée à la quantité de matière et c'est égal à l'enthalpie libre molaire à température constante. OK, point barre. Donc, c'est la variation de l'enthalpie libre du mélange due à l'addition d'une mole de l'entité B sans variation des autres paramètres qui peuvent être température, pression, composition du milieu de la quantité de matière. Donc, ça, c'est la définition qu'on retrouve dans les livres. Ce n'est pas tellement important comme notion. Alors, on va donner quelques propriétés par rapport donc ça, c'est la grande formule qu'on a vu, c'est la grande formule du potentiel chimique. Maintenant, on va voir les formules qui se rapportent au gaz parfait pur, etc., etc. Donc, on va voir des cas particuliers. Donc, d'après la relation d'Euler, c'est une relation qui est toute bête. Je ne sais pas pourquoi on a fait une relation de ça, mais en gros, on sait que le potentiel chimique, c'est l'enthalpie libre sur la quantité de matière. Donc, l'enthalpie libre, c'est égal au potentiel chimique fois la quantité de matière. On a simplement fait une bête équation et ça a donné la relation de l'heure. Mais ça va un peu plus loin, ça nous dit que la somme des produits des potentiels chimiques de chaque espèce, le potentiel chimique d'une espèce composée, c'est la somme des produits des potentiels chimiques de chaque espèce et de leur quantité de matière respective. Donc, imaginons, je prends l'exemple du CO2. Donc, le CO2, c'est composé de C plus d'O2. Donc, l'enthalpie libre de la réaction qui aboutit à la formation de CO2, c'est égal à l'enthalpie libre de chacun des réactifs fois leur quantité de matière respective. C'est tout bête, mais voilà, ça a fait l'objet d'une relation. OK? On a une deuxième relation qui découle de la relation d'Euler, c'est la relation de Gibbs-Duhem. Alors, la relation de Gibbs-Duhem, c'est une relation qui n'a pas été faite cette année, mais en général, d'habitude, il a mis, enfin, moi, mon année s'est tombée, il y a 2 ans, c'est tombé, c'est juste l'année dernière qu'il a enlevé. Donc, la relation de Gibbs-Duhem, elle part de la relation d'Euler, et elle nous dit que si maintenant je mets une variable devant les quantités de matière. Donc, supposons que j'ai une espèce qui se transforme.
je sais que la variation d'enthalpie libre, c'est égal à la somme des produits des potentiels chimiques fois leur quantité de matière respective. OK? Si maintenant, je suis à... Pardon. Si maintenant, je suis à l'équilibre thermodynamique, donc à l'équilibre thermodynamique, je n'ai pas de variation de la quantité de matière. OK? Donc, tout ce qui est en rapport avec la quantité de matière va disparaître. Donc ça disparaît, et ça disparaît. Finalement, il me reste seulement ce terme-là et ce terme-là. Et je sais que ça va être égal à 0, puisqu'on sait qu'à l'équilibre thermodynamique, la variation d'enthalpie libre, elle est nulle, comme on l'a dit en haut dans les diapositives précédentes. Hop. Comme on l'a dit ici, à l'équilibre thermodynamique, delta GPT, c'est égal à 0. Donc, pour qu'un système soit à l'équilibre thermodynamique, il faut finalement que ces termes-là, ceux-ci, voilà, soient égaux à 0. Pour qu'ils soient égaux à 0, sachant que la quantité de matière ne varie pas, puisqu'on est à l'équilibre, eh ben, on va se répercuter seulement sur les potentiels chimiques. Donc, à l'équilibre thermodynamique, si le potentiel chimique de mon espèce A augmente, le potentiel chimique de mon espèce B diminue. Voilà, c'est juste ça la relation de Gibbs du M. Elle n'est pas super importante à connaître. C'est possible qu'il vous l'enlève aussi votre année. Dernière chose qui est très importante, c'est que ces deux relations, elles sont applicables seulement pour les gaz parfaits purs. Voilà, on a bientôt fini ce cours. Donc, on va passer sur la notion de fugacité. Ce n'est pas super important. On va passer directement au potentiel chimique des mélanges et des solutions. Donc, selon l'Union internationale de chimie pure et appliquée. Donc là, on va avoir un peu de vocabulaire. Un mélange, c'est un terme qui est utilisé pour décrire une phase gazeuse, liquide ou solide qui contient plus d'une substance lorsque toutes les substances sont considérées de la même manière. OK? Donc, on va parler plus d'un mélange gazeux et d'une solution aqueuse. Un gaz dans un mélange aura les mêmes propriétés qu'un gaz pur. Donc ça, c'est juste des définitions. Retenez-le bien, puisqu'on va essayer de cette propriété un peu plus. Une solution, c'est plutôt utilisé pour décrire une phase liquide ou solide contenant plus d'une substance. Donc, si vous voulez, un mélange, c'est deux gaz entre eux, deux liquides entre eux, deux solides entre eux. Et il y a le terme plus spécifique de solution qui s'applique lorsqu'on est dans le cas d'un solide ou un liquide. OK? Maintenant, on va passer au potentiel chimique des gaz. Voilà, il nous reste quelques diapositives, après ça va aller assez vite. Donc, on sait que d'après la loi des gaz parfaits, PV égale à nRT. OK? Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'on vient de dire que dans un mélange gazeux, tous les gaz sont considérés de la même manière. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça veut dire que dans un mélange gazeux, on peut dire que chaque constituant du mélange apporte à la pression totale du mélange une contribution proportionnelle à sa fraction molaire dans le mélange. C'est logique. Plus le pourcentage de gaz il est élevé, plus le gaz aura de l'importance dans les propriétés du mélange. Ce qui est logique. Il faut savoir que la loi des gaz parfaits s'applique à la fois au mélange et à ses constituants. Donc, si on reprend la formule qu'on a dit un peu plus haut, la formule du potentiel chimique. Donc, cette formule-là, elle nous dit que le potentiel chimique d'un gaz parfait, c'est égal à son enthalpie libre molaire, et l'enthalpie libre molaire, c'est égal à l'enthalpie libre molaire de référence, plus RT fois ln de la pression totale sur P0, plus RT fois ln de YB. Alors, d'où est-ce qu'il sort ce terme qu'on n'avait pas vu plus haut? Oh mince. Bon. Donc, il y a un terme dans l'équation qui est apparu, c'est celui-ci, et on n'a pas expliqué d'où est-ce qu'il sortait. Donc, on a dit plus haut que
y a pas une... Ok. On a dit plus haut que pour un gaz, le potentiel chimique, c'est égal à cette formule-là, donc Gm0 plus RT ln de P fois P0. Ça, c'est seulement dans le cas où on a un gaz unique. Maintenant, supposons qu'on a un mélange de gaz. Donc, on est d'accord que dans le cas d'un mélange de gaz, si je veux le potentiel chimique d'une espèce donnée, donc d'une espèce A, par exemple, ou d'une espèce B, pardon, eh ben, le potentiel chimique, il va être pondéré par la fraction molaire de ce gaz dans le mélange. Donc, ça sera en fait égal à, en fait, P sera transformé en YP, c'est-à-dire le pourcentage de gaz dans le mélange fois la pression totale. Et ça, en fait, c'est égal à une grandeur qu'on appelle la pression partielle. OK? Donc ça, c'est hyper important à connaître parce que ça tombe vraiment. S'il y a vraiment un truc qu'il faut apprendre au concours, c'est cette formule parce qu'elle tombe quasiment chaque année. OK? Alors, attendez. Voilà. Donc, maintenant, il y a un grand débat. Moi, alors, il y a un grand débat sur cette formule-là. Est-ce que selon vous, on peut dire que le potentiel chimique d'un gaz parfait pur dans un mélange de gaz parfait, ça dépend de sa pression partielle, sachant que la pression partielle, c'est en fait égal à la pression totale fois la fraction molaire. Alors, il y en a, enfin, d'après, vous allez voir, vous allez vous déchirer sur ça en PACES. Il y en a qui disent que comme la pression totale n'apparaît pas dans la formule finale, on ne peut pas considérer que la pression partielle, elle fasse dépendre le potentiel chimique. Maintenant, moi, je pense qu'au concours, il pose l'item comme ça. Il vous dit le potentiel chimique d'un gaz parfait pur dans un mélange de gaz parfait dépend de la pression partielle du mélange. Et en fait, l'item en soi, il est vicieux parce qu'on ne peut pas parler de pression partielle d'un mélange, on peut parler seulement de pression partielle d'un constituant. Donc finalement, l'item il est en soi faux et le piège, il n'est pas dans le fait que ça apparaisse dans la formule ou pas, mais il est dans le fait que le vocabulaire employé, ce n'est pas le bon. Donc, si vous voyez au concours, le potentiel chimique d'un gaz parfait dans un mélange de gaz parfait dépend de la pression partielle d'un constituant, c'est juste. Mais si on vous dit dépend de la pression partielle du mélange, c'est faux. Voilà. On va passer aux dernières diapositives de ce cours. Je suis désolé si c'est un peu long et un peu complexe. Donc, là, c'est vraiment des formules à connaître par cœur. Donc, le potentiel chimique d'un liquide ou d'un solide, une solution idéale. Donc, une solution idéale, c'est une solution où il n'y a aucune interaction entre les différentes espèces de la solution. Le potentiel chimique, dans ce cas, il va être égal à l'enthalpie libre molaire, comme d'habitude, qui est égal à l'enthalpie libre molaire de référence, plus le dernier terme de l'équation, donc RT ln de P sur P0, plus RT de la fraction molaire. Étant donné qu'on est dans un solide ou dans un liquide et que la pression elle est constante, on sait que la pression de notre système c'est égal à la pression de référence. Donc P sur P0 ça va être égal à 1 et on sait que ln de 1 est égal à 0. Donc dans le cas du potentiel chimique d'un solide d'une solution idéale, le potentiel chimique de notre espèce ne va pas dépendre de la pression, il va seulement dépendre de la fraction molaire de l'espèce en solution. OK ? Dernière chose, supposons maintenant que le solide, il se trouve de manière pure dans la solution, donc il est seul dans la solution. Dans ce cas, sa proportion, elle est de 1, puisque c'est le seul constituant, c'est la seule espèce qui est présente dans la solution. Donc la fraction molaire, elle va être égale à 1. Donc petit x, qui est ici, va être égal à 1. Si c'est égal à 1, ce terme va disparaître, puisqu'on sait que ln de 1 est égal à 0. Donc, dernière chose à connaître, c'est que le potentiel chimique
d'un solide d'une solution diluée, lorsque ce solide est pur, ne dépend que de l'enthalpie libre molaire de référence à température constante. OK? Voilà, ça c'est la fin du cours. Ça n'a pas été traité cette année. Ça a été enlevé. Donc, on ne va pas le faire. On va pas le faire. Alors, je vais vous proposer quelques QCM. Et s'il nous reste un peu de temps, on va faire le deuxième cours qui était prévu, sachant qu'à la fac, ce cours-là de potentiel chimique, il est fait en 2 heures. Donc là, on a fait à peu près en 45 minutes. On a bien avancé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer en message, hein. Alors, une petite minute, je vais vous partager les QCM. Voilà. Alors, le potentiel chimique d'un liquide d'une solution diluée. Donc, ça tombe bien. Et les questions au concours, elles sont toujours pareilles. On va vous demander le potentiel chimique d'une espèce dans certaines conditions. Donc, le potentiel chimique d'un liquide d'une solution diluée dépend de la pression du liquide en solution. Vrai ou faux? Alors, qui pense que c'est vrai? Je viens de le dire. Oui, c'est vrai, puisqu'on vient de le voir, le potentiel chimique d'un liquide d'une solution diluée, pardon, c'est faux, puisque la pression du liquide en solution, elle n'intervient pas, puisqu'on sait que les liquides et les solides, ils sont incompressibles. Étant donné qu'ils sont incompressibles, on ne s'occupe pas de la pression pour définir leur potentiel chimique. Deuxième item, donc item B. Le potentiel chimique d'un liquide d'une solution diluée dépend de la fraction molaire du liquide en solution. Vrai ou faux? Ça, c'est vrai. Puisque on est dans le cas d'un liquide d'une solution diluée, on ne vous précise pas que c'est pur, donc c'est juste. C dépend du potentiel chimique de référence du liquide, donc GM0 à température et à pression constante. Ça, c'est vrai. Item D, de la molalité du solvant. Alors, attention, petit piège. Est-ce que ça dépend de la molalité du solvant ou pas? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est la molalité? Alors, ça dépend en réalité de la molarité ça dépend de la molarité du solvant et pas de la molalité du solvant. Si vous voulez, la molalité, je ne sais plus c'est quoi son symbole, mais c'est égal à la quantité de matière rapportée à la masse du solvant. Ça, c'est la molalité. Et en fait, ça ne dépend pas de la molalité, mais ça dépend de la molarité, puisqu'on sait que finalement, l'enthalpie libre du système, enfin, le potentiel chimique du système, c'est égal à son enthalpie libre divisé par sa molarité. Or, la molarité, c'est... donc, ça dépend de la molarité, mais ça ne dépend pas de la molalité. Donc, ça dépend de l'enthalpie molaire de vaporisation du solvant. Ça, c'est faux. Brezard, il aime bien sortir des unités qui viennent de nulle part. Vous allez voir au concours, il va vous sortir des trucs de fou. Il va vous mettre, au lieu de molarité, molalité. Au lieu d'enthalpie libre, en fait, il aime bien inventer des unités. Donc, lorsque vous voyez quelque chose qui sort un peu, qui est un peu
qui est un peu, voilà, qui est un peu exotique, ne vous aventurez pas dessus, mettez faux directement. C'est vraiment des pièges type Brozard. Alors, donc ça, c'est bon. On va passer maintenant au deuxième cours. On va essayer de faire ça rapidement. C'est assez facile, hein. Je vous partage le diapositive. Il est court, il fait que 3 ou 4, que 3 ou 4 slides, donc ne vous inquiétez pas. Une minute. Voilà. Pardon, il fait 8 pages. Alors, les changements d'état. Donc, le changement d'état, c'est le passage d'un état à un autre. Donc, ce cours, il est assez simple. Vous allez voir, c'est vraiment des trucs de base. C'est niveau collège, hein. Donc, les changements d'état, c'est le passage d'une espèce, d'un état à un autre. Donc, il faut connaître les qualificatifs qui se rapportent au changement d'état. Donc, de solide à liquide, c'est la fusion. De liquide à gaz, c'est la vaporisation. De gaz à solide, c'est la condensation. Et il faut connaître aussi les adjectifs qui se rapportent au sens inverse. Il faut savoir que lorsque un système se transforme d'un état à un autre, il y a deux possibilités. Il y a deux types de transitions de phase. Les transitions de phase qu'on appelle de premier ordre et les transitions de phase qu'on appelle de deuxième ordre. Les transitions de phase de premier ordre, c'est ce qu'on appelle, c'est ceux qui impliquent une chaleur latente. C'est-à-dire, c'est des transformations qui se font de manière progressive, de manière discontinue. C'est par exemple le cas, comme je vous ai mis dans la diapo, d'un glaçon qui se transforme de l'état solide à l'état liquide. Petit à petit, il va se mettre à se décomposer, à fondre pour donner un état liquide. Ça, c'est les transitions de premier ordre. On dit qu'elles sont hétérogènes, discontinues, c'est un peu chaotique. Toutes les variables d'état ne se transforment pas au même moment. Donc, ça, c'est les transitions de premier ordre. Ensuite, on a les transitions de deuxième ordre. Les transitions de deuxième ordre, c'est par exemple le cas d'un atome. Je sais pas, imaginons ici, on a un atome. Toutes les flèches, ça représente des électrons. Et on va appliquer un champ magnétique, on va appliquer de la chaleur, et en quelques secondes, tous les électrons qui se trouvent dans notre système, ils vont s'ordonner. Donc ça, c'est une transition qui est de deuxième ordre. Ça implique aucune chaleur latente. Ça se fait de manière brutale, de manière quasiment instantanée, et ça permet de passer d'un état à un autre. OK ? Donc ça, c'est pour les transitions de phase. Deuxième propriété, donc à pression constante, les changements d'état des corps purs se font à température constante. Ça, je pense que je ne vous apprends rien. Vous voyez sur votre diagramme de phase qu'à chaque fois qu'on passe d'un état à un autre, on a des sortes de paliers. Et c'est ces paliers, en fait, où notre système va se transformer. Et on remarque que ça se fait toujours à température constante. OK ? Il y a un cas particulier dans les transformations de phase qu'il faut connaître, c'est la surfusion. La surfusion, qu'est-ce que c'est ? C'est le passage c'est le fait qu'un liquide reste sous forme liquide, même s'il est en dessous de sa température de solidification. Donc, si on prend le diagramme de phase qui représente la surfusion, ça donne ce tracé-là. Donc, on a notre liquide qui se refroidit, et même en passant en dessous du point zéro, il reste à l'état solide jusqu'à un point qu'on va appeler le point de Schaeffer, où là, quoi qu'il arrive, il va cristalliser, il va devenir solide. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'un système est en surfusion, on dit qu'il est dans un état d'équilibre métastable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la moindre perturbation du système entraîne le passage de ce liquide à l'état solide.
c'est par exemple le cas de, si je ne sais pas si vous avez vu, lorsque vous ouvrez votre congélo, vous avez des petites gouttes, et lorsque vous faites une action mécanique, vous bougez le congélo, la gouttelette, elle devient solide. Et bien ça, c'est en fait que c'était que votre gouttelette, elle était en état de surfusion, et que le fait d'avoir appliqué une action mécanique, ça a entraîné le passage de cette gouttelette de l'état liquide à l'état solide. Alors, on va passer directement au diagramme de phase. Les deux autres points, ce n'est pas super important. Donc, il faut savoir que euh, lorsqu'un système il a température et pression ne sont pas dissociables. Ok. Donc, lorsqu'on dit qu'un système il est solide, il faut dire qu'il est solide à pression et à pression donnée et à température donnée. Si je vous dis à 25 degrés, l'eau est à l'état liquide, c'est faux. C'est à 25 degrés et à la pression d'une atmosphère, l'eau est à l'état liquide. On a un diagramme qu'on appelle le diagramme d'état des corps purs qui nous montre euh, qui nous montre en fait si vous voulez, trois domaines. On a le domaine où on a un état qui prédomine. On a un deuxième domaine où on a deux états qui prédominent. Et on a un troisième domaine où on a trois états qui prédominent. Je vais m'expliquer. Lorsqu'on est, supposons que je suis dans ce domaine-là, okay, dans le domaine solide. Donc, dans ce cas-là, je peux faire varier ma température ou ma pression et on est d'accord que mon espèce va rester dans son état solide, puisque je reste dans cette bande verte qui est en fait qui correspond à toutes les conditions de pression et de température où mon système il est à l'état solide. OK. Ensuite, j'ai les courbes de changement d'état. Dans ces courbes de changement d'état, supposons que je suis ici, ok, donc je suis entre l'état liquide et l'état solide. Si je fais varier ma température, je suis obligé de faire varier ma pression pour rester sur cette courbe-là. Ok. Donc ça, c'est les courbes de transition. On retient que dans les courbes de transition, si la pression varie, la température varie. Et on a un troisième point qui correspond au point triple, c'est le point de croisement entre les trois courbes de changement d'état, où là, je ne peux rien faire varier. Si je fais varier ma pression, je ne suis plus sur le point triple. Si je fais varier ma température, je ne suis plus non plus sur le point triple. Donc en fait, plus on a de phases en présence, et plus nos conditions seront figées. Et en fait, il y a une règle qui s'appelle la règle des phases, qui ne peut être appliquée seulement lorsqu'il n'y a pas de réaction chimique. Et cette règle des phases, c'est cette règle qui nous est donnée ici. Donc, il me semble qu'on l'appelle aussi la règle de Gibbs. On va voir ça après. Mais une minute. Je ne sais pas s'il a dit cette année. Alors, une minute. Exactement, c'est la relation de Gibbs. Donc, la relation de Gibbs, elle nous dit que le nombre de paramètres pouvant varier de manière indépendante, qui est V, c'est égal au nombre de phases en présence moins, le nombre de constituants, qui est égal à N, moins le nombre de phases en présence. Je vous prends l'exemple d'un liquide qui est pur. OK. Donc, si le liquide il est pur, N sera toujours égal à 1. OK. Si on se trouve en présence de 3 phases, donc on est là. Si on se trouve en présence de 3 phases, donc si on est en présence de 3 phases, ça veut dire qu'on se trouve au point triple. On est là.
pardon, on se trouve au point triple. Donc, si on se trouve au point triple, on est d'accord que le nombre de paramètres pouvant varier est nul. Si on bouge la température, on n'est plus au point triple. Si on bouge la pression, on n'est plus au point triple. Et bien, en fait, la relation de Gibbs, c'est celle qui va nous dire combien de paramètres on peut faire varier. Donc, on reprend notre exemple. On est dans le cas d'une espèce pure, donc n il est égal à 1. Le nombre de phases en présence, il est de 3, puisqu'on est au point triple, plus 2, qui est la constante. Pardon. Ce qui veut dire que V va être égal à 1 moins 3 plus 2. 1 moins 3 plus 2, ça fait 0. Donc, il n'y a aucun paramètre qu'on peut faire varier. OK? Donc, très importante cette relation de Gibbs. Elle permet de nous dire si dans notre système, on peut lui appliquer des conditions de pression et de température différentes sans qu'il change d'état. OK? On va passer maintenant à une autre notion. Donc, c'est une notion que vous allez revoir dans le cours avec le professeur Kovacic, le cours sur propriété colligative. C'est en gros l'idée de cette diapositive, c'est de montrer que qu'entre un solvant et une solution, le diagramme d'état il est décalé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends de l'eau pure, sa température, le fait de rajouter dans de l'eau pure un soluté, comme par exemple un sucre, ça va décaler ses courbes de pression, ses courbes de changement d'état. Donc, cette notion-là, elle est formalisée par la loi de Raoult. La loi de Raoult, elle nous dit que la pression de vapeur d'une solution, c'est égal à la fraction molaire de la solution fois la pression de saturation du solvant. Alors, en QCM, ce sera donc majoritairement du texte ou des équations. En fait, en QCM, il va vous poser il va pas vous mettre des équations toutes faites. Il va plutôt vous dire, par exemple, la pression de vapeur de la solution dépend de la fraction molaire de la solution ou de la pression de saturation du solvant, comme le QCM qu'on avait fait. C'est un peu comme ça qu'il procède. En général, il ne pose pas les phrases toutes faites, il les fait pas tomber, il vous prend plutôt une formule et il vous la décortique. Par exemple, là, le type de QCM type, ça serait la pression de vapeur de la solution pour une solution idéale dépend de la fraction molaire du solvant. C'est faux, c'est la fraction molaire de la solution. Dépend de la molarité du solvant. C'est vrai, puisque la molarité du solvant intervient dans la fraction molaire de la solution. Lui, il aime bien faire des pièges il aime bien jouer sur les mots, en fait. C'est vraiment ça qu'il faut retenir avec Brezard. Sinon, il ne vous posera pas des équations toutes faites. OK. Donc, on revient à cette loi de Raoult. La loi de Raoult, elle nous dit que la pression de vapeur de la solution, donc la pression de vapeur, je vous rappelle que c'est la pression qui va permettre au système de passer d'une phase à une autre. Donc, la pression de vapeur du système, c'est égal à la fraction molaire de la solution fois la pression de saturation du solvant. Donc, lui, le piège vicieux qu'il aime bien mettre, c'est de vous dire que dans le cas d'une solution idéale, la pression de vapeur de la solution est supérieure à la pression de saturation du solvant. Dans ce cas-là, c'est faux, puisqu'on sait que la fraction molaire de la solution, c'est une fraction molaire. Donc, forcément qu'elle va être comprise entre 0 et 1. Si elle est comprise entre 0 et 1, ça veut dire que la pression de vapeur de la solution, elle sera forcément inférieure ou égale à la pression de saturation du solvant. Donc, faites attention à ce piège vicieux, il le fait souvent tomber. Et dernière formule qui se rapporte à ce décalage et à ses propriétés colligatives, c'est la formule qui est la plus concrète dans le cours. La différence de température de vaporisation entre une solution et un solvant, c'est égal à la constante ébullioscopique de la solution, attention, solution,
pardon, fois la molalité du solvant. Attention, c'est hyper important. Il fait toujours des mélanges. Donc, constante hélioscopique de la solution fois molalité du solvant. C'est vraiment des pièges qui vont vous marquer, vous allez voir, puisque on a souvent tendance à tomber dedans euh, au début. Alors, une propriété colligative, qu'est-ce que c'est? Une propriété colligative, c'est une propriété c'est, en fait, si vous voulez, c'est une propriété qui apparaît du fait de l'ajout d'un soluté. Je vais vous donner un exemple, vous allez directement comprendre. Lorsque vous partez au ski, vous savez qu'il y a de la neige, vous savez qu'ils mettent du sel pour faire décongeler la neige. Et en fait, c'est quoi l'idée dans ça? C'est que on sait que le fait d'ajouter du sel dans de l'eau, comme l'a dit notre diagramme de phase, eh ben, ça entraîne que le passage de l'état solide à l'état liquide, il va être pour une température qui est plus basse. Et si elle se fait pour une température qui est plus basse, ben nous, ça nous intéresse puisque on sait que l'eau ne va plus geler maintenant à 0 degré, mais elle va peut-être geler à moins 20 degrés. Donc, c'est très intéressant pour nous, puisque aux températures d'hiver, on va pas avoir de neige sur les routes. Mais en fait, c'est ça les propriétés colligatives. C'est le fait qu'un soluté, ça modifie les conditions physico-chimiques de son solvant. C'est clair? Parfait. On va passer à la dernière question, à la dernière diapositive du cours. Donc, c'est la lyophilisation. Donc, ça va concerner surtout les futurs pharmaciens. Donc, on sait que la lyophilisation, qu'est-ce que c'est? C'est le passage à l'état euh, à l'état gazeux d'un. Alors, on sait qu'il y a certains médicaments qui sont à l'état liquide, pardon, il y a certains médicaments qu'on veut faire passer de l'état solide à l'état gazeux, mais le problème, c'est qu'on peut pas augmenter la température. Pourquoi? Parce que le fait d'augmenter la température, ça va sûrement léser le médicament, ça va créer des problèmes ça va entraîner des réactions qu'on ne désire pas, et le principe actif, il va être altéré. Donc, le principe de la lyophilisation, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir transformer un corps de l'état solide à l'état gazeux sans faire bouger la température. Et c'est du génie, puisqu'en fait, qu'est-ce qu'on fait? On a notre principe actif, donc notre molécule qui est à l'état liquide. On part de l'état A. On la fait passer à l'état solide. Donc là, on fait varier la température, mais nous, ça nous cause aucun problème, puisque on sait que c'est seulement le passage de l'état solide à l'état gazeux qui est susceptible de détruire notre médicament. Maintenant qu'on est à l'état solide, notre diagramme de phase, il nous dit que je peux passer de l'état solide à l'état gazeux sans passer par l'état liquide, sans repasser par l'état liquide, en abaissant la pression. Et c'est génial puisque ça nous permet en réalité de faire, entre guillemets, une sublimation sans augmenter la température. Et ça permet de changer d'état les médicaments sans faire usage de la température. Et voilà, c'est le principe de la lyophilisation. Apprenez-le bien. Des fois, ça tombe au concours, bien que ça reste un peu anecdotique. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Il est 10h45. Les QCM, je vais vous les envoyer. Je pense que vous devez avoir cours normalement. À quelle heure vous reprenez? Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Ah, vous n'avez pas d'autres cours? Il n'y a pas cours avec le professeur Curovert? Alors, bah, c'est très bien.
On va faire des QCM. Alors. Ah, c'est un cours préenregistré. Voilà. Allez. Donc, concernant les propositions suivantes, cochez là où les bonnes réponses. Donc, un QCM sur ce cours-là de changement d'état. Donc, une transition de phase et le passage d'un état à un autre. C'est vrai, aucune complication. Le passage de l'état gazeux à l'état solide est nommé la solidification. Est-ce que c'est vrai? Très bien. Comment ça s'appelle? C'est la condensation. D'après la classification moderne des transitions de phase, une transition dite de premier ordre n'implique pas de chaleur latente. Ça, c'est faux, ça implique une chaleur latente. D'après la classification moderne des transitions de phase, une transition dite de second ordre implique une chaleur latente. Donc ça, c'est faux, ça n'implique pas de chaleur latente. Juste, je vous donne une petite précision. Dans le cours, on va vous donner deux exemples de transition de second ordre. Ce n'était pas marqué dans la diapositive. Notez-le bien, il y a deux types de transitions de second ordre. C'est les transitions de Bose-Einstein et les transitions ferromagnétiques. Et item E, la surfusion est un cas particulier de métastabilité qui n'est observé que lors de la solidification. Ça, c'est vrai, c'est le retard de passage de phase d'une espèce qui est initialement à l'état liquide et qui reste à l'état liquide, même s'il est en dessous de son point de solidification. Alors, concernant le diagramme de phase des corps purs, cochez là où les bonnes réponses. Le point triple est le point d'équilibre des trois états. Vrai. Le point critique est le point où il est impossible de différencier la phase liquide et la phase gazeuse. Alors c'est une précision que je ne vous ai pas dit. Mais en fait, vous avez votre diagramme de phase. Et en fait, le point critique, c'est ici. C'est un point où on ne peut plus différencier les trois états. Donc, on ne peut plus différencier entre l'état liquide, l'état solide et l'état gazeux. Donc, c'est un point où les conditions de température et de pression elles sont tellement élevées qu'on n'arrive pas à faire la distinction entre l'état liquide et l'état gazeux. Donc, ça, c'est vrai. La variance correspond au nombre de paramètres pouvant changer sans quitter le domaine. Ça, c'est vrai. On l'a dit. La variance, je vous rappelle, d'après la relation de Gibbs, donc la variance, c'est égal, qu'on a de V, c'est égal à N plus phi moins 2. OK? Donc, imaginons qu'on est sur une courbe de changement d'état et qu'on est dans le cas d'un corps pur, ça nous fait 1 plus 2 moins 2. 1 plus 2 moins 2, ça nous fait 1. Donc, lorsqu'on est dans une courbe de transition, il y a un seul paramètre qu'on peut faire varier, soit la pression, soit la température, mais pas les deux en même temps. Si la variance est égale à 2,
alors cela correspond au point triple. Vrai ou faux? Si la variance est égale à 2, non, c'est faux, on se retrouve, dans un des domaines. Dans un des domaines où on peut faire varier la pression et la température de manière indifférente sans qu'on change l'état du système. Item E, une variance égale à 1 correspond à une courbe de transformation. Ça, c'est vrai. Variance, si on est au point triple, variance égale à 0. Si on est sur les courbes, variance égale à 1. Si on est dans un domaine, variance égale à 2. OK? Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, je vais vous laisser mon numéro. N'hésitez pas à m'envoyer. Je vous répondrai. Hop, 05. Désolé, c'est un peu brouillon. 53, 56. Attendez, je vais faire mieux. Je vais vous l'envoyer. Hop. Voilà, c'est tout bon. Donc, du coup, si vous n'avez pas d'autres cours après, ben, allez-y, hein, n'hésitez pas à retravailler bien ces cours. C'est assez compliqué. C'est les premiers cours du E3, ils sont abstraits, mais au concours, c'est pas là où on perd les points, ne vous inquiétez pas. Si vous avez des questions sur ces cours-là, n'hésitez pas à me les poser, je serai là pour vous répondre. Et voilà, ben, bon courage pour le bac et on se retrouvera peut-être l'année prochaine pour une écurie ou pour des QCM. Voilà. Merci Allez, beaucoup. avec plaisir. Bonne journée. Bye bye.